Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va peut-être paraître un peu bizarre aux oreilles de certains, mais pour ceux qui connaissent bien l'ufologie, qui se sont intéressés de près à tout ça, plus particulièrement depuis les années 40 en montant jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs aspects qui ont été développés. Les commissions d'enquête américaines, les commissions d'enquête françaises. On a vu l'intervention des gouvernements dans ce domaine-là. Après ça, il y a eu d'autres aspects, la presse. Après ça, ça a été le cinéma qui s'est emparé de tout ça. Mais il y a un côté méconnu ou mal connu du phénomène OVNI qu'on peut appeler l'histoire des Men in Black ou communément ou en français les hommes en noir. Et ça, le problème avec les hommes en noir, moi je vais vous le dire tout de suite. Premièrement, je crois profondément à ça. J'y crois beaucoup. Pour avoir vécu des choses aussi, et je vais vous raconter ça au cours de l'émission qui s'en vient. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que dès qu'on dit que le gouvernement s'est impliqué dans le phénomène OVNI, on tombe la frontière entre l'histoire et la conspiration, la frontière entre ce qui est vrai puis ce qu'on aimerait qu'il soit vrai, elle est très, très mince. Alors, il faut être bien prudent dans ça. C'est pour ça que, moi, personnellement, les hommes en noir, j'en ai pas fait une croisade. J'en ai pas fait. J'ai écrit un article ou deux là-dessus. J'en ai parlé un peu dans mes ouvrages, mais pas plus que ça. Parce qu'il y a trop, ça charrie trop, ça dérape, ça dit n'importe quoi, ça invente n'importe quoi. Et ça, j'endure pas ça. C'est déjà assez difficile de faire accepter l'ufologie dans sa structure interne telle qu'elle est, que si en plus on commence à parler des hommes en noir, ben là on s'embarque et là c'est pas permis. Alors imagine si en plus on laisse déraper tout ça, ça devient ridicule. Je vais donc essayer de vous donner un résumé de ce qui pourrait être l'histoire des interventions anti-ufologiques depuis le début des recherches. Et ça, on parle au cours des années 50. Premièrement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la recherche sur les ovnis s'est divisée en deux. Vous avez eu la recherche officielle faite par l'armée de l'air américaine dès les années 48 jusqu'en 69. Ça, d'une part, il y a eu aussi, comme on l'a vu, des organismes, pas des organismes, mais des commissions de recherche qui ont été faites, publiques, financées par le gouvernement américain. Il y en a eu financées par le gouvernement français, par le gouvernement canadien. Bon, ça va, on le sait ça. Mais il y a eu aussi, j'en suis un, des chercheurs privés. Des gens qui ont consacré presque toute leur vie à ce phénomène-là. Mais c'est des gars comme moi, des gars qui faisaient ça au travers de leur job, parce qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait vivre de l'ufologie, pas plus maintenant qu'à l'époque. Alors, c'est évident que c'était des weekenders, on n'a pas le choix, on faisait tous ça. Et ces chercheurs, il y a certains de ces chercheurs privés-là qui ont été, et des témoins, invités à se retirer, à ne plus enquêter. Et apparemment, ce harcèlement-là pouvait prendre la forme de menaces directes, psychologiques, parfois même physiques. Disons que
Le phénomène des hommes en noir, c'est pas pour rien qu'on dit souvent les Men in Black, pis c'est pas à cause du film de Will Smith, parce que c'est Will Smith, puis ils sont inspirés du phénomène des Men in Black. C'est un phénomène qui est purement américain. Il y en a, en provenance du Canada aussi. Mais à ma connaissance, au cours des 50 dernières années, je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène d'homme en noir, à ma connaissance, en provenance d'Europe ou d'ailleurs. J'ai l'impression que ce phénomène-là est purement nord-américain. Autre chose, je crois que le phénomène d'homme en noir appartient à l'histoire et qu'il ne se manifeste plus, je dirais, depuis la fin des années 80-90. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est qu'ils ont plus besoin de se manifester. La conscience sociale a gagné. Ceux qui croient aux ovnis sont pas bien dans leur peau. Alors, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, il n'y a plus aucun danger, il n'y a plus aucun problème avec ça. Ça ne cause plus de problème. Mais dans les années 80-70, probablement que c'était différent. Mais bref, je vais vous raconter un peu comment ça a commencé, cette affaire-là. L'histoire dite des Men in Black, des hommes en noir, ça a commencé en 1953. Ça a été révélé au public par un ufologue américain qui s'appelait Gray Barker. Et là, Albert K. Bender, directeur de l'International Flying Saucers Bureau dans le Connecticut, aurait été, selon Barker, le premier à recevoir de très sérieuses menaces en provenance d'individus, ce qui aurait donné naissance au phénomène des Men in Black. Alors, il y a une origine à ça. Et l'origine de ça, je vous répète le nom du gars, Albert K. Bender, B-E-N-D-E-R. Je vais souvent vous épeler des mots parce que à la radio, on n'est pas sur un site internet et enfin tout ce que je vous raconte là, c'est pas des fois ça va être écrit presque la même chose, mais des fois pas du tout. Alors, je vais vous épeler les mots pour de sorte que si vous voulez aller googler ça pour vérifier, vous puissiez le faire. Alors, Albert, pas compliqué, K, puis Bender, B-E-N-D-E-R. Donc, lui était, comme je viens de le dire, directeur de l'International Flying Saucers Bureau dans le Connecticut. Il a été le premier à se faire dire « Arrête ça ». Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du film Men in Black. C'est ceux que les plus jeunes, ceux qui n'ont pas suivi de près l'actualité ufologique. C'est clair que quand on dit Men in Black, puis ça n'a même pas été traduit homme en noir, ça n'a pas été traduit même en français, c'est Men in Black, c'est ceux qui vont penser à Will Smith, pis ses grimaces, pis ses singeries, qui, soit dit en passant, sont très drôles, faut-il le dire. Mais en 53, pour Albert K. Bender, il y avait rien de comique. Et je vous rappelle que le film est arrivé après le phénomène, comme toujours. Il y en a qui disent « Ah, les ovnis ont copié ça sur X-Files ». Non, arrêtez de dire des sottises. X-Files a copié sur les dossiers ufologiques, quand même, t'sais. Bon, donc ce jour-là, on parle de 1953, il s'est mis à écrire un très long article sur ce que lui considérait comme étant la nature réelle du phénomène ovni. Ses origines, les raisons pourquoi ils sont sur Terre. Bref, c'était assez révolutionnaire. Et surtout, c'est que ça n'avait rien à voir avec le concept véhiculé par certains abrutis, là, comme des petits hommes verts qui débarquent le soucoupe volante, et ainsi de suite. Ça n'avait rien à voir avec ça, ce que lui expliquait. Ça allait beaucoup plus loin aussi que des extraterrestres qui débarquent pour ramasser des branches, analyser l'eau, puis repartir avec des bouts de roche pour les enfants. Bender allait beaucoup plus loin que ça. Il a pris son texte, puis l'a envoyé à un ami de confiance. Et c'est là qu'il a reçu la visite d'individus à sa résidence. Il y en a un qui tenait sa lettre dans ses mains, la lettre qu'il venait d'envoyer à son chum. Ils sont entrés chez lui et ils ont dit
que parmi tous les ufologues actuels, il était celui qui venait de mettre le doigt sur la situation réelle et actuelle. Mais en plus, ils ont donné d'autres informations ou de la désinformation, il faudrait savoir, sur ce qu'était la raison et tout, bref, tout ce qu'il y avait behind le phénomène OVNI. Bender serait tombé gravement malade, aurait été incapable de manger pendant 3 jours, et finalement, 2 de ses amis, 2 autres ufologues, Dominic Lucchesi puis August C. Roberts, ont tout fait pour encourager Bender à en parler, à raconter ce qu'il venait de vivre. Alors là, il a reconnu qu'ils avaient été, j'emploie son expression, pretty rough with me. Ils ont été tough, ils ont été raides. Et que pendant qu'il y en a 2 qui lui parlaient, il y en a un 3e qui se retirait un peu puis qui l'observait attentivement. Bender va décrire les 3 hommes en question, selon des termes qui évoquent des êtres, des créatures non humaines, au visage et aux yeux illuminés, mais vêtus à l'ancienne. Mais on n'est pas dans les monstres, là. On n'est pas dans les monstres. On est peut-être même, moi, je peux penser qu'on est, non pas dans une exagération quelconque, mais quand je parle avec des policiers, j'ai parlé dans mon métier de radio, puis dans mon métier d'animateur d'affaires publiques, puis j'ai travaillé énormément aussi avec les policiers puis avec ces gars-là. Puis c'est clair, eux autres vont vous dire, ils me diraient ceci, ils diraient, Jean, quand la madame s'est fait attaquer par le monsieur, là, que t'es une espèce de bombe, là, excusez l'expression, mais un trou du cul, là. Bon. Mais, tu sais, elle l'a décrit, c'était quasiment comme un démon, là. Mais c'est normal, parce que à ses yeux, c'en est un. C'est elle, là, qui se fait attaquer, là. C'est pas une affaire à la TV, là. C'est pas dans sa tête, c'est vrai, là. Elle se fait littéralement attaquer, violer sur place par ce gars-là, là. Alors, elle commencera pas à dire, oui, il y avait des beaux yeux, là. Comprenez-vous, je veux dire? C'est pas qu'ils inventent. C'est pas qu'ils inventent. C'est juste qu'ils magnifient. En métaphysique, c'est comme ça qu'on enseignait ça, moi, dans le temps. On dit, c'est magnifier l'événement. Le rendre un peu plus, soit fascinant quand c'est positif ou horrifiant quand c'est négatif. Bon. Est-ce que c'est ça que Bender a fait quand il a décrit les hommes comme étant des créatures non humaines au visage et aux yeux illuminés? On le sait pas. Bon, peu importe. Bender a fermé boutique par la suite. Les 2 hommes, j'en ai parlé un peu plus tôt, Lucchesi et Roberts, sont parvenus à obtenir de Bender quelques déclarations du genre sur la lettre qu'il avait envoyée, parce qu'on l'a pas, cette lettre-là. T'sais. Alors, il disait, quand les gens vont savoir ce qui se passe vraiment avec le phénomène des UFO, Flying Saucer, il va y avoir des répercussions majeures au niveau de la science puis des structures politiques. Ça va carrément s'effondrer. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Il a fermé son bureau. À ce moment-là, il publiait un magazine que je recevais chez moi qui s'appelait Space Review. Mais ça, il va mettre un terme à tout ça. Excusez, je vous ai dit que je recevais le magazine. C'est faux. Je recevais pas le magazine, mais j'en ai reçu des copies par la suite. C'est ça que je veux dire, parce qu'en 53, j'étais pas là-dedans. Là. Je veux juste être bien clair. Là. J'étais pas un abonné, j'avais 3 ans. Bon. Bref. Space Review, mais j'en ai reçu après de ces magazines-là. C'est ça que je veux dire. Alors lui, il a mis un terme à tout ça avec son article et ça a été terminé. Bon. Une source que l'International Flying Saucer Bureau considère comme très crédible
nous a informé que toute la lumière se ferait bientôt sur le phénomène des soucoupes volantes. C'est ça qu'il dit. Mais cette même source nous indique que publier ces informations dans Space Review ne serait pas approprié. Alors Bender dit, je cite Bender, là, « Je suis allé au fond du fantastique et j'ai trouvé la réponse. Le mystère des Flying Saucers n'en dit plus un, mais toute information pertinente est maintenant retenue par ordre d'instance supérieure. Nous aurions aimé diffuser l'ensemble de cette histoire, mais nous avons été conseillés de ne pas le faire. Nous conseillons également à tous ceux qui s'engagent dans la recherche ufologique d'être très prudents. » Bon. En 1962, Bender se décide à écrire, parce qu'il a laissé tomber de 53 à 62. Il était pas obligé d'inventer, en passant, là, on va s'entendre, là, il était pas obligé d'inventer toute cette histoire-là, juste pour abandonner la recherche chez UFO. Je veux dire, il y a personne qui est à genoux devant lui et me dit continue. Si il arrête. Il est pas le premier ufologue qui s'est arrêté, puis personne s'en est rendu compte, là. Je me suis arrêté, moi, 10 ans, puis il y a personne qui pleurait pour que je revienne, là. Faut pas, quand même pas exagérer, là. Alors lui, s'arrêter, puis dire, moi, je mets un terme à mes activités, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à penser, j'ai une famille à m'occuper, j'ai une job à faire, regarde, c'est tout. Il y avait aucune raison de faire ça pour justifier qu'il mettait un terme à ses activités. Ça, faut être bien clair là-dessus. En 62, donc je dis, il se décide, le gars, Albert K. Bender, il se décide d'écrire un ouvrage qui est intitulé The Flying Saucers and the Three Men, donc allusion à sa visite. À ce moment-là, en 62, où en était l'ufologie? Moi, je vais quand même vous le dire, le phénomène, ça se cantonnait à des LN, des DD et quelques RR1 et très peu de RR2, RR3. Ce que je veux dire par là, je vais lâcher le jargon, des lumières nocturnes, des disques diurnes, des petites rencontres rapprochées et de temps en temps, des rencontres rapprochées du troisième type avec des êtres extraterrestres. Les enlèvements, oublie ça, il n'y en a pas question à cette époque-là. Enfin, oui, il y en a eu une en 57 au Brésil avec Antonio Villas-Boas. Un dossier qui, malgré que il s'est fait enlever par une femme qui s'est mis flambant nue, à qui il a fait l'amour, a été totalement ridiculisé. Moi, de nos jours, ces cas-là se comptent par milliers et je sais très bien de quoi il parle aussi, n'est-ce pas? Et je peux aussi vous dire que c'est très crédible. Malgré tout ça, c'est très crédible. Mais, faut dire qu'en 57, ça a pas passé. Ça a juste pas passé. Les Brésiliens qui fait l'amour avec une femme dans le champ, ça n'a pas été particulièrement crédible. Bon, enfin, faut être ufologue pour comprendre de quoi il s'agit. Autrement, c'est trop facile de se mettre à rire de ça. Donc, à cette époque-là, c'est de l'ufologie à distance, tu sais, avec des observations furtives, rapides. Puis là, les gens, mon Dieu Seigneur, le vocabulaire des idiots. Les gens parlent de martiens. Puis là, le cinéma fait des ravages, comme de nos jours, puis font ces choux-gras des sornettes de gens Flying Saucer from Mars. La commission Robertson, sous la férule de la CIA, a déjà condamné le phénomène, invitant même les enseignants dans les écoles à tuer dans l'œuf toutes ces histoires ridicules. Hein? Bon. Ça, c'est en 62. C'est dans ces années-là. Là, les gens commencent à penser qu'après tout, c'est peut-être pas sérieux, les UFO, parce que le gouvernement arrête pas de dire qu'ils existent pas. Dans ce temps-là, en 62, on croyait ce que le gouvernement disait. C'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Les gens étaient très, le gouvernement dit ça, c'est vrai, tu sais. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, même en 2016, quand on parle de ça, les sceptiques disent, puis pas les sceptiques, mais les indécis disent, ah ouais, mais le gouvernement, il a dit que c'est pas vrai. C'est drôle, hein, en 2016, ils vont croire que, d'accord, le monde est bizarre. Quand le gouvernement dit que les ovnis n'existent pas, c'est vrai, mais n'importe quoi d'autre qui dit, c'est pas vrai. Eh ben, écoute, bon.
Alors, en 62, comme je viens de dire, les gens croyaient en ce qu'on leur disait. À cette époque-là, l'ennemi, il n'était pas à Maison-Blanche comme aujourd'hui, parce que les gens, aujourd'hui, c'est leur gouvernement qui haïssent. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, ils aimaient leur gouvernement, puis ils détestaient celui du Kremlin, parce qu'on avait des ennemis dans ce temps-là, les communistes. Hein? Nos militaires, nos agences de renseignement étaient pas à craindre. Les gens craignaient pas ça. C'était des alliés dans ce temps-là, tu sais. C'était une époque où on disait, les polices, c'est une bonne affaire, ça nous protège. Aujourd'hui, on dit, les polices, c'est épouvantable, sont après nous autres. Qu'est-ce que tu veux? Les gens changent, ça veut pas dire qu'ils évoluent nécessairement. Alors, je disais donc que nos militaires, nos agences de renseignement, dans ce temps-là, dans les années 60, ils n'étaient pas à craindre, parce que les véritables ennemis étaient, je le répète, les communistes. Oubliez pas qu'en 62, là, si vous êtes un petit peu au fait de votre histoire, et j'espère que vous l'êtes, parce que si vous l'êtes pas, c'est pas grave, parce que moi, je pense qu'il faut quand même connaître d'où on vient. En 62, c'est la crise des missiles, la crise d'octobre. C'est l'année, croyez-le ou non, où l'humanité est passée un cheveu d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale. Ça, c'est clair et net. Passé à un cheveu. Bon, de toute façon. Bender publie son livre, Flying Saucers and the Three Men, mais il publie son livre dans ces années-là. C'est pas le temps, là. C'est pas un bon timing. Puis il va tellement loin qu'il n'y a plus personne qui s'en soucie. On a oublié qui était Bender. Il a trop tardé pour écrire son livre. Il aurait fallu qu'il écrive ça en 54, 55, tu sais, ou 56, au plus fort de la crise ufologique aux États-Unis. Mais là, en 62, ça passe pas, tu sais. Les gens le traitent de malade. En plus, il s'en va dire qu'il a été projeté hors de son corps. Moi, je viens d'écrire un livre, il n'y a pas tellement longtemps, là. Un livre qui s'intitule « Révélations spectaculaires sur les rencontres spectrales ». Rencontrer des extraterrestres hors de son corps, moi, dans mon livre à moi, là, dans mes recherches puis mes études, moi, j'appelle ça une rencontre spectrale de type 3. Alors, regarde, moi, ça m'impressionne pas, là, qu'ils disent qu'il a été projeté hors de son corps. Mais lui, là, il est allé dire ça en 62. En 62. Tu sais, déjà ici, la moitié des gens ferment l'émission, là. Ils viennent de fermer le poste de radio, là, parce que, regarde, là, ce que je parle, ça n'a aucun sens, tu sais. Mais dans ce temps-là, les gens, là, en 62, c'est tellement ridicule, obscur et surtout anti-chrétien que ça n'a pas passé. C'est devenu, puis les histoires de sortir du corps dans les années 60, là, moi, je suis arrivé dans ce domaine-là en métaphysique vers le milieu des années 60. J'ai commencé à parler de ces affaires-là, moi. Ah, mon Dieu, quand j'ai commencé à parler de ça, ça a été des croyances hindoues, c'est importé par des gens, l'occultisme, puis je garde l'enfer. On oublie ça. Alors, dans les années 60, sortir de son corps puis avoir une rencontre spectrale, oublie ça. Il l'avait pas, le gars. Hazy qui s'est retrouvé dans une base souterraine en Antarctique, dirigée par des créatures mâles, femelles, bisexuelles, androgynes, ensemble, comme d'ailleurs. Ça a été décrit par plusieurs des témoins que moi-même j'ai interrogés, des gens avec qui j'ai travaillé. Ça a été le cas de Betty Andreasson. On s'en est parlé il y a quelques années. Moi, j'ai rejoint Betty Andreasson chez elle. Et puis, on en a reparlé de ça. Puis, effectivement, c'était des créatures androgynes, mi-homme, mi-femme. Bon. Mais, anyway, il y a personne qui croit un mot de ces hérésies-là. C'est simple. Et là, il disait que ces êtres-là étaient venus habiter des formes humaines pour cacher leur forme monstrueuse. Ça a été repris, par d'autres témoins, 30, 40 ans plus tard, James Sparks notamment. Et il disait qu'ils étaient venus extraire des éléments présents dans l'eau de mer
et que leurs vaisseaux étaient identiques à ceux décrits par Adamski. Bon. Je pense qu'ils sont venus faire autre chose que d'extraire des éléments dans l'eau de mer. Même si mon ancien bon ami Bordelot, Henri Bordelot, prétendait qu'ils étaient ici pour venir chercher du sel, c'est intéressant quand même de voir que ce bonhomme-là dit à peu près la même chose, notre ami Bender. Et que leurs vaisseaux étaient identiques à ceux décrits par Adamski. Ce qui, en passant, a été observé. Moi, j'ai des cas sur lesquels j'ai travaillé où les objets sont décrits effectivement comme des cloches. La même chose que Adamski, parce qu'on voit que la forme des UFO d'Adamski, Georges Adamski, vous irez faire vos recherches, là, parce que je peux pas tout, Adamski, A-D-A-M-S-K-I, c'est un classique, ça, de l'ufologie. Bon. OK. Qu'est-ce qui est arrivé de son livre? Qu'est-ce qui est arrivé après tout ça? Je vais prendre une pause, reprendre mon souffle, et je vous reviens immédiatement par la suite. À tout à l'heure, au Fait Maudit. Vous écoutez Les Faits Maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. CJMD, la seule radio à Lévis. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf qu'on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du Président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Et pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Ciao, arrivederci, buonasera. Qu'est-ce que tu fais là, Marcus? Alors, j'apprends l'italien, j'ai réservé chez Casa Mia Pasta, puis je vais être bon. Mais non, Casa Mia Pasta, c'est les spécialistes de la cuisine italienne. T'es pas obligé de parler l'italien, mais tu vas retrouver tous tes classiques. Les linguini, les fettuccini, la lasagne, les filets mignons, les fruits de mer. Bref, si tu veux manger le meilleur italien à Lévis, c'est chez Casa Mia Pasta. Pour réservation, faites le 88 903 9393, 88 903 93 93 ou directement sur place au 38 rue Charles-Acadieux, derrière les Galeries Chagnon. Grazie mille. Oui, t'es meilleur que moi déjà. Elle est sexy et complètement déjantée. CJMD 96.9, le show qui donne chaud. Les deux snooze, danse macabre. Oubliez les préliminaires parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. Vous écoutez Les Faits Maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. Alors, je suis en train de vous parler de Albert K. Bender, le premier Américain qui prétend avoir été forcé de se retirer de la recherche ufologique au cours des années 53, qui serait revenu en 62 pour expliquer sa mésaventure. Et là, j'en étais maintenant à vous dire qu'est-ce qui est arrivé de ce gars-là. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Dominique Lucchesi, je vous en ai parlé un peu plus tôt, un de ses amis,
Parce que je vous l'ai dit, son livre, ça a pas pris, là. Ça a pas marché, il a été pointé du doigt, on l'a ridiculisé, on l'a menacé, on y a écrit des lettres de menaces en lui disant « T'es malade, arrête », puis ainsi de suite. Bon. Qu'importe. Lucchesi a revu Bender le 24 juin 1967, c'est-à-dire 20 ans après la toute première observation d'un ovni par Kenneth Arnold. Il a décrit Bender comme un légume, comme s'il avait été lobotomisé. Lui-même disait ressentir des douleurs à la tête chaque fois qu'il voulait revenir sur son idée puis de la révéler. Ça ressemble un peu à des suggestions post-hypnotiques, mais pas aussi bêtement que ce que Mesmer peut faire sur un stage. Là, on parle de suggestions post-hypnotiques répétées et répétées et répétées et renforcées avec certaines substances hallucinogènes et autres. Bref, ça se fait, ça. Ça se fait. Il y a des techniques pour faire ça. Bon, bref, devant l'échec de sa vie, d'ufologue, on ne sait pas ce qui est arrivé. Bender, il a abandonné, il aurait opéré un petit établissement hôtelier en Californie. S'il vit encore, personne ne le sait, he's gone. On oublie ça. Bon. La question de savoir maintenant, c'est quoi tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est très difficile à penser. C'est sûr une chose, c'est que Lucchesi, lui, va finir par croire, Lucchesi, l'ami de Bender, va croire en la version extraterrestre des Men in Black de son chum, en situant leur base tantôt sous terre, dans le désert de Gobi ou en Amazonie, comme lui l'avait fait en Antarctique, et pourquoi pas un peu partout, ou même, comme moi je le suggère, sous la mer. Carrément sous la mer. Là, les chances qu'on y aille là, sont très, très minces. Bref, les Men in Black, le phénomène des hommes en noir n'est pas disparu avec Bender. Ils ont continué de faire parler d'eux. Mais là, la question que vous devriez vous poser à ce point-ci, c'est, OK, c'est bien beau, tu parles des années 50, puis tu parles d'un Américain, mais ici, au Canada, est-ce qu'on a déjà eu affaire, est-ce qu'on a déjà parlé, est-ce qu'on a déjà eu des problèmes avec des Men in Black, des hommes en noir au Canada? Quand je donnais une conférence à Rimouski dans les années 70, il y a un animateur de radio de l'endroit, dont j'ai oublié le nom, peut-être même qu'il est à l'écoute, on ne le sait pas, qui m'a fait part de l'expérience de l'un de ses amis qui avait trouvé une pièce de métal sur les lieux d'un atterrissage d'OVNI et qui se l'était fait enlever par des gens, entre parenthèses, du gouvernement. Et ça s'était passé en Abitibi. J'étais à Rimouski, je sortais de la conférence, j'avais du monde avec moi qui m'aidait dans mes déplacements, tout ça, puis j'avais pas de voiture. Alors, j'ai jamais pu vraiment élaborer sur cette histoire-là. Puis j'avais pas non plus de nom précis. Je le regrette un peu parce que j'aurais bien aimé poursuivre cette histoire-là. Mais tu sais comment est-ce que c'est? En tout cas, moi, j'en ai fait des conférences dans ma vie à pu finir. Puis t'as un paquet de monde qui est après toi quand tu sors de là. Alors, tu peux pas dire, donc, toi, je veux pas te parler, toi non plus, toi oui, toi non. Il faut que tu répondes à chacun. Lui, il m'est arrivé avec ça, puis il m'a quasiment glissé ça à l'oreille, puis il est parti. Bon, bref, j'ai pas eu... j'ai senti qu'il était un peu déçu de voir qu'on pouvait pas se parler, mais et j'ai même pas son, c'est ce qui m'écoeure, c'est que je me rappelle pas de son nom, ce gars-là, il est toujours pas mort, je suis pas mort, moi, c'est en 70, ça. Bon, de toute façon, si il entend cette émission-là, j'aimerais bien qu'il me rappelle. Bon. On dit que John H. Stewart, lui, c'est un ufologue, la Nouvelle-Zélande. Il aurait vécu à peu près exactement la même situation que Bender, aurait subi des menaces qui l'ont terrifié. Est-ce que c'est ça. Alors lui aussi, on lui a enlevé la pièce de métal, puis sa carrière s'est arrêtée là. La pièce de métal de l'affaire Falcon Lake.
Ça, va falloir que vous fassiez vos propres recherches parce que ça me prendrait 1 heure à vous raconter ça. Mais si vous voulez googler l'affaire Falcon, pas un flacon, mais un faucon, le lac Faucon, le Falcon Lake, et Stephen Michalak, M-I-C-H-A-L-A-K, au Manitoba, en 67. Il y avait une pièce de métal, il y avait un ovni, il est allé se parker là, il est allé se mettre les mains là-dessus, il est allé voir ce qui se passait quand sa partie a été brûlée. Il y a eu des brûlures. C'est toute une histoire. L'affaire de Stephen Michalak s'est rendue, en passant, jusqu'à la Chambre des communes, jusqu'au Parlement, jusqu'au gouverneur général. C'est une grosse histoire. Si à un moment donné, moi j'inviterais Chris Rutofsky à venir nous en parler, parce que il est au Manitoba, il était là-bas, c'est l'homme pour en parler, Chris, mais malheureusement il parle pas français. Alors ça ferait une émission de 2 heures à doubler, là, c'est pas intéressant pour personne, et surtout pas pour lui. Ben anyway. Alors sans me parler de ça, l'ufologue Chris Rutofsky m'a confirmé que l'artefact en question est disparu alors qu'il aurait dû normalement être entre les mains de gens fiables. Quand Chris, j'ai demandé où est-ce qu'elle est passée, cette maudite bebelle-là que Michalak a mis la main dessus, ben, personne le sait. Personne le sait. Alors, c'est très, très bizarre. Bon. La question, qu'est-ce qui arrive si tu défies un Men in Black, mettons? Quoique je vous répète, puis je niaise pas avec ça, là, je vous le répète, moi je dis que ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y en a plus de ces gars-là. Ils n'ont plus besoin d'être là. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passe si tu refuses d'obéir? Est-ce qu'ils vont te tuer? C'est un peu dramatique, non? Maurice K. Jessup est un astronome, pas très doué, qui s'était fait remettre par un certain Carlos Allende, un document qui va finalement porter le nom de Allende Letters. Et dans ce document-là, on raconte une série d'expériences qui éventuellement seront connues sous l'appellation de Philadelphia Experiment, l'expérience de Philadelphie. Il y a eu un film là-dessus, mais je vous enverrai pas voir le film. Je vous dirai pas aller voir le film, vous allez comprendre, parce que c'est un film. Ce qu'on sait ce qu'on prétend qui est survenu avec le Philadelphia Experiment, c'est qu'un destroyer américain aurait été enveloppé sous une espèce de dôme. Moi, je parle de cet effet de dôme-là dans le livre que je viens de faire paraître, la Révélation spectaculaire sur les faits maudits. Moi, c'est une rencontre spectrale de type 1. Alors, le Philadelphia Experiment, ça a l'air il y aurait eu comme un dôme par-dessus l'objet, pas l'objet, mais le bateau, le destroyer, mais il y aurait eu des horreurs avec ça, il se serait dématérialisé, rematérialisé avec des scènes de terreur, des corps qui dépassent des ponts, bref, comme je viens de dire, il y a un film de fiction qui a été réalisé sous ce titre-là, mais laissons tomber ça pour le moment. Après avoir fait part de ces documents-là, le Philadelphia Experiment, on a mystérieusement retrouvé le corps de Jessup, le gars qui était allé chercher, qui s'était fait remettre les documents de Allende. On l'a retrouvé comme suicidé dans son véhicule en Floride. Évidemment, il y a un paquet de monde qui met en doute le suicide de Jessup en raison du travail extrêmement minutieux effectué pour dissimuler le tuyau qui conduisait le CO2 du tuyau d'échappement dans sa voiture. Autrement dit, tu connais le truc, tu mets un tuyau dans un tuyau de sécheuse, mettons, chaud de genre, là, n'importe quoi, là, un tuyau en caoutchouc, puis tu mets ça sur le tuyau d'échappement, tu le fais remonter le long de l'auto, tu le fais rentrer par la fenêtre, tu refermes un peu la fenêtre, puis là, tu pars ton moteur. Alors, c'est clair que au bout d'un certain nombre de temps, le monoxyde de carbone va finir par tuer l'individu. Je suis pas en train de vous donner une recette de suicide, parce que de toute façon, c'est super connu. Mais l'affaire, c'est que le tuyau était presque invisible, la façon que ça avait été. Ben oui, mais quand tu veux te tuer, quand tu veux
mettre fin à tes jours. Tu fais pas semblant que tu le feras pas en cachant le tuyau, en disant « Ah, il y avait un tuyau, je m'en rappelais plus. » Non. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce travail-là quand on cherche pas à se tuer? Alors, il y a quelque chose qui marche pas, là. On a un autre individu, James Forrestal, secrétaire à la Défense des États-Unis, qui, lui, s'est jeté le 22 mai 1949 en bas d'une fenêtre au plus fort de la vague OVNI, alors qu'on ne lui connaissait aucun problème personnel sérieux. Et Forrestal a été mêlé de très près à la gestion de l'affaire Roswell. Bon, est-ce que les Men in Black ont eu affaire à la mort de Jessup, à la mort de Forrestal? Je pose la question, je ne vais pas plus loin que ça. Le problème avec les Men in Black, c'est la présence de deux catégories d'intervenants. Est-ce que ce sont des hommes en noir gouvernementaux? Est-ce qu'ils sont humains? Ou s'ils viennent d'ailleurs? Si ce sont carrément des intelligences supérieures, des extraterrestres, ainsi de suite, qui seraient intervenus pour diminuer l'impact du phénomène OVNI. Est-ce que c'est un des deux? Ils sont humains ou ils sont pas? Jean Lavergne, qui est animateur de l'OVNI Show, puis directeur, qui a été pendant longtemps directeur de sa propre organisation de recherche dans les années 90, raconte, lui, l'histoire de sa mère, où dans ce cas très précis, les intervenants avaient une apparence humaine, mais un comportement non humain. C'est assez particulier. En ce qui me concerne, l'affaire de Simone Lavergne est à mon niveau, au niveau de ma compréhension, un des plus beaux cas d'hommes en noir au Québec. En ce sens qu'on en entend, on n'en a pas, j'ai jamais entendu parler d'un aussi beau cas que celui-là. Fait que je vais vous ramener un peu dans les faits. Simone s'éveille, on est dans les années 80, elle s'éveille vers 1h du matin parce qu'elle vit toute seule à ce moment-là, parce qu'elle vient d'entendre des bruits dans sa maison. Bon, comme n'importe qui, elle se lève, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle inspecte les lieux, il n'y a rien d'anormal, mais quand elle passe par la cuisine, là, elle se prend un verre d'eau, et en levant les yeux, elle voit par la fenêtre la chose la plus incroyable qu'elle va voir de toute sa vie. Et Jean Lavergne en a fait un dessin infographique que vous pouvez voir sur mon site, sur l'émission en cours, c'est-à-dire Les Faits maudits du 5 novembre, émission numéro 1. Je mets la photo en question. C'est pas une photo, mais c'est une représentation graphique de l'objet. Elle est fascinée. C'est un objet lumineux, énorme et à basse altitude qui se tient droit devant elle. L'objet est blanc, il a la même forme qu'un œuf et au centre vont se trouver une rangée de lumière verte, clignotante, avec une sorte de boule blanche très lumineuse, puis deux autres identiques aux extrémités. Puis l'objet bouge pas, parfaitement immobile. Puis il va rester comme ça pendant plus d'1 heure. Et là, elle est à la fois pétrifiée, énervée, et elle ne comprend pas. Pendant 1 heure de temps, elle va regarder ça. Elle va même crier dans la maison, maudite misère, ça n'a pas de bon sens, je crois pas à ça, c'est quoi ça? Là, elle va entendre d'autres bruits qui vont se faire entendre. Elle prétend que c'est sur le réservoir d'huile à l'extérieur, mais qu'importe. Les minutes passent, et elle est là, puis cigarette après cigarette après cigarette, puis elle regarde ça, puis elle n'en revient pas. Et c'est alors là que de l'objet que je vous ai décrit, c'est-à-dire un objet lumineux énorme à basse altitude, la forme d'un œuf, pas dans le sens de la hauteur, avec au centre une rangée de lumière verte qui clignote avec une boule blanche très lumineuse, et deux autres identiques aux extrémités, il y en a une, celle du bas, qui s'est détachée.
pour se diriger vers le village de Sainte-Flore. Et dès que l'objet est parti, tout s'est effacé, progressivement. Et là, sa mère a dit aux journalistes, si réellement ce sont des gens qui viennent nous voir, je vais leur demander quelque chose. Et si leur réponse est positive, j'aurai une révélation exceptionnelle à vous faire. Ça, là, moi, quand j'ai parlé à Jean Lavergne, j'ai dit, c'est-tu ta mère, ça? C'est-tu? Ben oui, c'est sûr que c'est sa mère, mais est-ce que c'est elle de dire une affaire de même? Non. Lui répond, ma mère n'avait aucune connaissance du phénomène OVNI. Aucune. Elle était religieuse à l'ancienne mode. Quelle femme de cet âge-là l'était pas à cette époque-là? Et croyante. Puis il rajoute que s'ils se mettaient à parler d'OVNI chez eux, elle se levait pour aller faire d'autres choses. Ça ne l'intéressait pas. On ne voulait rien savoir de ça. Mais là, quand elle était, elle, devant sa fenêtre, elle avait le sentiment qu'il la voyait et qu'il l'observait. Quand elle allumait ses cigarettes dans le fond de l'évier de cuisine pour pas être vue, tu sais, elle savait qu'il y avait quelqu'un dans ça. C'est sûr qu'elle aurait voulu téléphoner à quelqu'un pour avertir, mais elle voulait pas aller jusqu'au téléphone, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire, de peur que ça s'en aille, puis que, tu sais, elle avait peur. Cette femme-là, elle avait peur. Et ça l'a marqué profondément. Puis elle en a eu pour des semaines à dormir la lumière allumée. Bon. À cette époque-là, son fils travaillait sur la route, Jean Lavergne, il travaillait sur la route. Et sa femme, Jean Lavergne, est donc allée coucher chez elle. Puis, pendant les semaines suivantes, elle parlait rien que de ça. Puis de ça, puisqu'elle avait vu, puis elle racontait son histoire à tout le monde. D'après Guy, moi, je serais allé cogner à la porte, elle m'aurait dit, oui, je vais tout vous raconter, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est bien juste parce que je n'ai pas entendu parler, parce que ça, on était à Shawinigan. Alors, moi, dans ces années-là, je suis au sein de l'Institut de métaphysique appliquée, fait que je suis pas là pantoute. Je suis pas, mais probablement que si j'avais été à Québec, je n'aurais entendu parler. Et j'aurais demandé à la rencontrer, puis d'après ce que je peux voir aussi, elle m'aurait accueilli à bras ouverts. Elle voulait en parler de son affaire, là. Et chaque fois qu'elle le faisait, elle ne changeait jamais son histoire. Donc, c'est clair qu'elle a très bien vu ce qu'elle affirme, parce que son histoire, d'une part, change jamais d'un iota à chaque fois qu'elle la raconte. Ben, il y en a eu, en passant, je dis, moi, j'y serais allé, mais il y en a eu des ufologues qui sont allés la voir. Je ne sais pas lesquels. J'ai pas eu de nom. Mais il y a des ufologues québécois de l'époque, en 83, qui sont allés. Elle en a tellement parlé qu'il y a eu un article dans le journal du coin. Tu sais, il y a un journaliste de là, j'ai vu l'article en question, d'ailleurs, et il a posé des questions, il a fait des dessins, puis tu sais, ça a attiré des gens du gouvernement fédéral. Pas des Men in Black, des gens du gouvernement fédéral, des gens du ministère de la Défense. Fait qu'elle leur a raconté toute l'affaire, parce qu'ils ne sont pas cachés, eux autres. Là. Ils sont pas arrivés avec, dans une Cadillac noire, 3 chapeaux noirs, 3 soutes noires, puis dites-nous ce que vous savez. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Là. Ils sont arrivés casual, normal, poliment, puis ils ont demandé est-ce que... Et à un moment donné, elle leur a raconté, non seulement elle leur a raconté toute l'affaire, mais elle a dit qu'elle avait envoyé l'histoire aux États-Unis. J'ai pas été capable d'en savoir plus que ça, puis Jean Lavergne non plus, semble-t-il. Mais ça a l'air que les gars du ministère de la Défense sont venus blancs. Blancs comme une bouteille de lait. C'est quand même un peu comme si elle n'a pas aimé ça. Mais finalement, elle leur a dit que c'est plus à des parents qu'elle a envoyé une copie du journal aux États-Unis et non pas... Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais c'est drôle de voir comment est-ce qu'ils sont venus
Tu sais, j'ai envoyé ça aux États-Unis, ils ont capoté, tu sais. Mais quand elle dit, ben oui, j'ai de la parenté aux États-Unis, là, ça les a calmés. Mais c'est pour dire comment est-ce qu'ils ont pas aimé que cette histoire-là se rende à des autorités américaines. Je vois pas d'ailleurs ce que le gouvernement fédéral aurait pu avoir peur de ça. Ils ont toujours dit que ça n'existait pas. Comment est-ce que tu peux avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Ça arrête, ça se calme, cette affaire-là. Et là, il y a des choses qui se mettent à changer. Et là, il y a des visiteurs pas mal plus inquiétants qui se sont présentés. C'est-à-dire que quelques semaines plus tard, après tout ça, sont arrivés au domicile de Jean Lavergne 2 hommes, bien habillés, qui ont demandé à voir sa mère. Le type parfait de l'enquêteur en civil. Lui, à l'époque, Jean avait une maison totalement à l'autre bout de la ville de Grand-Mère. Puis si on se rapporte à l'article du journal, il est nullement fait mention dans l'article du journal de l'adresse civique de Jean Lavergne. Ça a l'air qu'ils ont fait le tour des voisins chez sa mère à l'époque, mais personne n'a renseigné les 2 individus où restait Jean Lavergne. Et lui, il n'est pas là quand ça arrive, ça. C'est sa femme qui est à la maison. Donc, ces 2 individus-là, qui sont pas censés le connaître, ni savoir où il reste, mais ça, on n'en fera pas un mystère ad infinitum, là, ils ont trouvé l'adresse point final, là. Mais il reste quand même. Elle fait entrer les 2 gars qui vont demander avec insistance à voir sa belle-mère, la mère de Jean Lavergne. Là, elle leur dit, ben, pas là. Et là, les gars, les hommes, l'obligent d'une certaine façon, en tout cas, c'est pas qu'ils sont menaçants, mais c'est, trouvez-la. Trouve-la. Tu sais? Fait que là, elle dit, ben, écoute, ma belle-mère est chez mon beau-frère, à Shawinigan Sud. Elle dit, je vais l'appeler. Elle le fait pendant que les 2 hommes attendent chez elle. C'est très intéressant ce qui s'est passé pendant que les 2 gars étaient là chez elle. Mais pour mettre ça clean puis qu'on se fasse pas interrompre, je vais prendre une bébé pause et on vous revient immédiatement après. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. Tous les jours, c'est talk, rock and hip-hop à CJMD 96.9 Lévis. Canada is an open country. C'est une succursale des États-Unis. C'est ça. Mais ça marche pas de même. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breath. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le... CJMD 96.9, la seule radio à Lévis. Metallica, hommage à Metallica. Ce samedi, 4 février, au Cluster. Viens revivre les plus grands succès de Metallica. Ça se passe sur la plus belle scène à Lévis. Billets en vente au Cluster et sur lepointdevente.com. Le Cluster Bar Spectacle, coin Guillaume Couture, sortie route l'Allemand. Ta scène à Lévis. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés?
Le cinéma Lido de Lévis et le cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le cinéma Lido de Lévis et le cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Avec Louis Seb, Caro et Jeff, on parle de technologie, entrepreneurship, de musique. Les technopreneurs. Les technopreneurs. Pour ceux qui sont un tantinet geek. Les technopreneurs. Pour ceux qui n'ont aucune idée comment changer une roue de secours sur une voiture, mais qui savent comment reboot un ordi. Un show branché sur 2017. Les technopreneurs. Les technopreneurs. Une émission qui aurait dû se retrouver dans Retour vers le futur. Les technopreneurs. Mardi, 20h. Et on serait pas techno si l'émission était pas disponible en podcast via le www.969fm.ca. Les technopreneurs. Marcus et Alex, les deux snooze. Hier, ils ont essayé de me faire prononcer cannelli pendant 30 minutes. Puis ils n'ont pas réussi à ce que je vois. Non, j'avais 3 bières dans le corps, je suis plus capable de le dire. Les cannelli. Non, c'est cannelle. Faut que tu... Elle dit, pense à cannelle, tu sais. Comme j'avais 4 ans et demi d'âge mental. Comme si tu faisais encore des teenage dreams de passe-partout. Alors, tu penses à cannelle, cannelle. M'en mets tout, ma main, tu penses. Cannelle, Fait que c'est cannelloni, c'est ça. Cannelloni, tu vois. Ça, c'est niaiseux à dire, en fait. Cannelle puis Loni, comme si c'était un nom italien, là. Hey, Loni. Hey, Cannelloni. Sérieusement? Tu le connais-tu, Loni? Moi, je le connais, Loni. Hein, tu vois? C'est un bon truc. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. CJMD 96.9. On est des rêveurs qui voulaient rendre le monde plus mélodique. On est méthodique, tactique. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Alors, j'étais en train de vous dire que la femme de Jean Lavergne est chez elle, les deux gars sont là, elle a appelé chez son beau-frère, elle a dit à sa mère, il y a du monde qui veulent te voir, ainsi de suite. Bon. On peut se demander pourquoi les deux gars sont pas allés la chercher direct chez le beau-frère. Ça, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, mais, tu sais, j'étais pas là, le feeling de la place, tu sais, c'est pas si étrange que ça. Et ça me dérange pas plus que ça, mais c'est une question quand même que je me suis posée. Mais là, les deux gars sont là, assis dans le salon. Deux gars qui se sont pas identifiés convenablement, qui ont pas expliqué pourquoi ils voulaient voir Simone Lavergne. Pourquoi? Ils le disent pas. Et là, Bernadette, c'est son nom. Bernadette, la femme de Jean Lavergne, lui raconte qu'ils étaient très froids et qu'elle était très mal à l'aise en leur compagnie. Le temps était long et lourd. Moi, j'ai rencontré Bernadette à plusieurs reprises, puis j'ai essayé d'explorer ça un peu, j'ai essayé d'en savoir plus. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que dans ma conversation avec elle, ce que je notais, elle était juste pas capable de se rappeler. Parce que je disais, de quoi ils avaient l'air? T'es-tu grand? T'es-tu gros? T'es-tu costaud? T'es-tu mince? T'es comme habillé? Avec une face sympathique, des yeux bleus, des cicatrices, une moustache, une barbe, des lunettes. Rien, zéro, incapable de se souvenir du visage. Mais ça, c'est pas juste quand moi j'ai demandé, là.
c'est des années avant aussi. Elle a jamais été capable de définir. Jamais été capable de dire ce qui s'est passé. Leur as-tu offert du café? Ils ont-tu dit non? Ils ont-tu dit oui? Leur as-tu offert, je sais pas, moi, n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, quand tu reçois du monde chez vous, je veux dire, on est polis, nous autres, les Québécois, tu sais, on ne laisse pas flanquer là, puis on va faire la vaisselle, là, tu sais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont regardés dans le blanc des yeux, ils ont-tu parlé? Ils ont-tu expliqué? Rien. Elle n'arrive pas. Encore aujourd'hui, elle n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est passé. Mais une chose qui est sûre, c'est que là, Simone Lavergne a fini par arriver chez où était Bernadette. Elle est ressortie avec les deux hommes et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas rien que ça. Moi, j'ai posé des questions. J'ai demandé à Jean, j'ai dit... mais ton frère, lui, quand ta mère était chez lui, puis qu'elle a reçu l'appel de Bernadette et disant « Viens à la maison, il y a deux hommes qui veulent te voir », comment ça se fait que le fils n'a pas suivi l'autre fils, le frère? Tu laisses pas ta mère partir de même. Deux hommes, quels hommes? Parce qu'elle a dû le dire, elle a dû dire, deux hommes, je les connais pas, je les ai jamais vus. Moi, il me semble que j'aurais dit « Oh, ouais, on va aller te reconduire, on va aller voir c'est quoi cette affaire-là, tu sais, il me semble. En tout cas, pas de souvenir de ça. Pas capable d'expliquer ça. Et le frère ne s'en souvient pas. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Puis je mets pas ça en doute, là. Je mets pas leur histoire en doute à cause de ça. Non, il est très clair qu'il y a eu une manipulation mentale en quelque part. Ces gens-là s'en souviennent pas, mais c'est arrivé. Et ce qui est encore plus intéressant et encore plus fascinant, c'est que la même femme qui auparavant en parlait à tout un chacun, n'importe quand, n'importe comment, aussi longtemps que nécessaire, et qu'elle en a parlé, et qu'elle a envoyé ça à ses parents aux États-Unis, et qu'en plus, elle a, comme on le sait, parlé longuement à un journaliste, puis qu'elle en parlait à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, du jour au lendemain, terminé. Plus rien, plus un mot. Non seulement comme si c'était pas arrivé, mais finalement, c'était peut-être même pas arrivé. Si ses enfants en abordaient le sujet avec elle changeait rapidement de sujet, elle disait rien. Donc, du jour au lendemain, elle parle presque rien que de ça, puis après ça, fini, rien. La question, qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui dire ou lui faire pour que le changement soit aussi drastique que ça? Des menaces? Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, Simone Lavergne, c'est une mère de famille. C'est deux enfants. Plus des bébés, mais quand même que c'est deux enfants. Est-ce qu'on lui a dit que si elle se remettait à parler de tout ça, c'est pas elle qui aurait des ennuis, mais ses enfants? Moi, avoir voulu intimider à mort cette femme-là, c'est ça que j'aurais fait. Je me serais servi de ses enfants. Je l'aurais pas menacé, elle. Non, j'aurais dit, non, on ne touchera pas, mais vos enfants, c'est fini, tu l'as, tu viens de la prendre. Tu viens de la pogner, comme on dit. Tu sais, tout ça s'est passé en 1983. Elle est décédée en 2009, Simone Lavergne, et elle n'en a jamais reparlé depuis. C'est-à-dire, entre 83 et 2009, elle n'en a jamais reparlé. Quand même, c'est quelque chose, ça. Elle arrêtait pas d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler. Et du jour au lendemain, après la visite de ces deux oufs-là, c'est fini. Ce dont se souvient Jean Lavergne et qu'il m'a confié, c'est qu'elle leur a dit que lors de l'observation de l'objet, au travers de la fenêtre qu'elle a regardé pendant des heures, elle leur a demandé quelque chose.
à ces êtres-là. Donc, elle a pris, d'une certaine façon, elle a pris conscience qu'elle est en contact avec une forme de vie. Elle s'est pas dit c'est une bébelle dans les airs qui est bien cute, là. Elle a pogné quelque chose. Elle a ressenti une présence, elle a ressenti une vie, elle a ressenti une intelligence dans cet objet-là. Et je comprends très bien ce qu'elle a ressenti. Puis elle dit qu'elle a demandé quelque chose. On ne sait pas c'est quoi ce qu'elle a demandé. Et qu'elle le dirait si elle avait une réponse. Sauf que, comme on l'a vu, elle n'en a plus jamais reparlé suite à la visite de ces deux gars-là. Alors on ne saura jamais, elle est décédée. Comme je l'ai dit, en 2009, elle n'est jamais revenue là-dessus. Tu sais, il faut noter quand même un point important. L'affaire a pris de l'ampleur. Ça a alerté la presse, puis les autres ufologues. Un peu à l'image de Bender, Simone pense ou croit détenir ou attend des informations sur quelque chose d'important, voire exceptionnel, concernant cet objet-là et ceux qui sont à l'intérieur. Parce que Bender, c'est pareil, c'est la même chose. Tu sais, il dit, moi, j'ai des choses à dire, puis je vais vous révéler des choses, puis finalement, il l'a jamais fait. Et elle, c'est pareil. Elle a dit, moi, je détiens ou j'attends des informations importantes, puis je vais vous le dire. Finalement, rappelons-nous ce qu'elle a dit aux journalistes, hein? Je cite, je ne fais que citer ce qu'elle a dit. Si réellement ce sont des gens qui viennent nous voir, je vais leur demander quelque chose. Et si leur réponse est positive, j'aurai une révélation exceptionnelle à vous faire. Est-ce que cette petite phrase-là lui a attiré la visite des deux ténébreux? Je pense que oui. Je pense que oui. Comme dit plus tôt, je reviens encore là-dessus, la conjointe de Jean est incapable, malgré tous ses efforts, de se rappeler le moindre détail sur ces deux gars-là. Vêtements, grandeur, couleur de cheveux, rien. Puis elle-même, elle dit, c'est pas normal, là. Elle dit pas, voyons donc. Elle dit, ça n'a pas de sens. Je devrais au moins me souvenir de quelques détails, tu sais. Elle se souvient, par contre, qu'ils étaient humains. Ça c'est clair, là. On parle pas d'une apparence humaine. Hein? Le père de la recherche sur les Men in Black, sur les hommes en noir, c'est le même que celui qui a fait de la recherche sur le Mothman, ou l'homme phalène. Il s'appelait John Keel. Lui estimait, quant à lui, que les hommes en noir étaient le bras armé d'un groupe d'êtres hostiles, donc pas des humains, dont la tâche consiste à nuire aux ufologues et aux témoins trop empressés de livrer des informations publiques. D'après John Keel, c'est la raison pour laquelle on les appelle les hommes en noir, c'est qu'ils sont, et c'est comme ça que on s'en est moqué un peu dans le film avec Will Smith. On se souviendra là, quand il va chercher son uniforme, ils sont vêtus de noir, se déplacent dans une voiture noire et sont presque toujours trois. John Keel était convaincu que les Men in Black existaient. J'ai pas de raison de croire autrement. Mais j'en suis toujours à me demander est-ce qu'ils sont humains ou non. Comme par exemple, les deux qui étaient dans l'appartement où Bernadette était, quand il attendait que sa mère arrive, sa belle-mère arrive, comment ça se fait qu'elle se souvient de rien? C'est comme si on avait manipulé son esprit. Je veux dire, moi j'en connais pas beaucoup de gars du gouvernement qui sont capables de faire ça. Ils sont capables de nous écœurer, mais de là, nous manipuler pour qu'on les oublie, non. On aimerait peut-être bien ça, mais j'en connais pas, moi, qui sont capables de faire ça. C'est pas une capacité humaine normale de faire ça, tu sais. Bon. Keel ajoute que ceux qui ont été touchés par le phénomène des hommes en noir ont subi des assauts physiques.
Il dit, tout ça se produit parce qu'on a perdu des décennies à courir des petites lumières dans le ciel, puis en perdant notre temps avec l'armée de l'air, on s'est trop intéressé aux véhicules et non aux occupants. Il dit, la menace n'est pas dans le ciel, mais sur terre, et c'est un phénomène croissant. Ça, c'est en 1967. John Keel, aujourd'hui, je le traiterais de conspirationniste. Parce qu'à l'entendre parler, les extraterrestres étaient ici et nous nuisaient et nous manipulent et ainsi de suite. Là, regarde, ça fait le plaisir d'un paquet de conspirationnistes. Je ne suis pas dans ça, je n'embarque pas dans ça, point final. Mais, j'ai quand même une petite anecdote à rapporter concernant la GRC. Et un incident qui m'a été rapporté lors d'une observation à Gatineau. Puis j'ai une autre affaire qui m'est arrivée aussi dans ce domaine-là. Je vais vous expliquer comment est-ce que c'est arrivé. Parce qu'encore là, vous allez apprendre à me connaître. Oui, c'est une émission qui s'appelle Les Faits Maudits. Oui, je raconte des choses extraordinaires. Oui, je raconte des choses quasi impossibles. Mais j'essaye de ne pas verser dans le jaunisme spectaculaire facile. J'essaie de me tenir loin de ça. Par ce que moi j'appelle mon principe de résonance. T'sais. Si ça m'agace, je vous en parlerai pas parce que ça va vous agacer. Faut que je sois intimement et profondément convaincu qu'il y a quoi de sérieux là. Et c'est obligatoire. Si je me sens pas comme ça, j'en parlerai jamais. Mais si j'en parle, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de sérieux. C'est pas parce que moi j'ai senti que c'était sérieux que c'est vrai. C'est clair, je suis pas innocent, je le sais. Mais au moins, j'ai le sentiment de pas vous transmettre des informations que moi déjà au départ, je suis pas plus emballé que ça. Je suis pas emballé, je vous emballerai pas non plus, je vous en parlerai pas. Point final. Je ferai pas comme d'autres, puis faire un show d'une demi-heure juste à rire du monde, parce que ça a pas de l'air que c'est vrai. T'sais. C'est pas ma tasse de thé. Au cours d'une observation, dans un secteur de l'Outaouais qu'on appelle Val-des-Monts, il y a un de mes collègues de radio, je vous rappelle que j'ai fait de la radio toute ma vie, j'ai commencé à Québec, après ça j'en ai fait un peu partout, j'en ai fait à Montréal, j'en ai fait à Mont-Laurier, mais j'en ai fait beaucoup dans l'Outaouais. De 1982 à 1997-18, j'étais animateur de radio, d'affaires publiques, à la station de radio CJRC, de l'époque qu'on appelait Radio Mutuelle. Alors moi, j'en ai, tu sais, bon. Puis j'ai mon show l'après-midi, puis ça roule. Alors j'ai des collègues, et bon. Et là, j'étais en vacances. J'étais pas là, j'étais parti. Et pendant que j'étais en vacances, un de mes collègues a reçu un appel comme de quoi, parce que les gens appelaient à CGRC, ils voulaient me parler de ce qu'ils voyaient, parce que j'ai commencé à être connu, moi, là, comme ufologue, là. Ils savaient où appeler, tu sais. Et là, mon collègue, Richard, s'est rendu sur place, parce qu'il avait eu des observations. Il s'est rendu pour ensuite être capable de me rendre compte des événements. Là, on parle du début des années 90. Et là, il me dit, il y avait du monde. Ben oui, t'allais mettre ça en ondes, tu sais. Alors, il y avait ben du monde, parce que, avec l'aide de CGRC, puis je pense qu'il y a un journal aussi qui en avait parlé, un journal local, là, les journaux les hebdos. Bon. L'affaire s'était ébruitée, puis ainsi de suite. Mais dans les faits, de ce que me racontait Richard, c'était plutôt des lumières nocturnes, plutôt vagues, là. Moi, les lumières nocturnes me méfient de ça, là. Tu sais, je veux dire, quand t'en vis une, oui, c'est spectaculaire, mais ça sert à rien de mettre ça en ondes, ça sert à rien de diffuser ça, ça n'a pas d'impact. En tout cas. Or, voilà que mon contact aperçoit, il est là, il est avec tout le monde, là. Lui, il est debout, puis il regarde, puis il voit ce qui se passe, les lumières qui bougent, tout ça. Puis là, il y a un véhicule qui vient, un véhicule noir, bon.
Puis en passant, il n'y a pas de culture ufologique, ce gars-là, là. Pas du tout. Alors, il y a un véhicule noir qui vient se placer tout près de lui. Puis il y a deux personnes qui se dirigent vers le véhicule. Puis là, il ouvre la portière, côté chauffeur, dans l'intention de lui demander qu'est-ce que tu fais ici, tout ça. Et là, le gars sort, il est en noir, il sort de son véhicule, il fait 1m85 à peu près, il fait sombre, on est en début de soirée, il observe les environs, il regarde, il tourne la tête, puis l'homme lui dit « Pourquoi êtes-vous ici? » Fait que ça, il dit ça à Richard. Richard le regarde. Lui aussi, il fait son 1m85, il est planté, là, il le regarde à hauteur des yeux. Et là, ce que Richard m'a dit, il dit, jamais j'ai eu peur comme ça, un courant d'air glacé dans le dos, les yeux de l'homme sont entièrement noirs, sans pupille, sans iris. C'est assez inquiétant pour lui. Puis là, il dit, tout ce qu'il dit, c'est privé. C'est la seule chose qui vient dans la tête de Richard, c'est il dit, c'est ce qu'on vient faire ici, c'est privé. Le gars dit, OK. Il rembarque dans son véhicule, puis il s'en va. Ben, je vais vous dire, ça, c'est dans les années 90. Moi, je l'ai revu, Richard, à plusieurs reprises. D'abord, je l'ai revu en revenant de là. Mais cette rencontre-là l'a marqué pendant des années. J'ai revu Richard, moi je pense que ça fait 3-4 ans, puis à chaque fois que je le vois, je fais semblant de rien. Là, je pourrais plus le faire parce que s'il écoute, il va bien voir ma technique. Mais je fais semblant de rien, puis je dis « Hey, c'est pas que l'affaire, hein? Qu'est-ce que t'avais vu, toi? » Puis là, tu vois sa face, là. Il redevient passionné par ça. Puis il me raconte encore les yeux, puis comment est-ce qu'il s'est senti. Puis ça fait 25 ans de ça, là. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. C'est pas un gars pour raconter, Moi, l'avantage, quand je vous raconte une histoire de même, notamment, là, surtout celle-là, c'est parce que je connais le gars. Je veux dire, si je le connaissais pas, c'est dur à dire, tu sais pas, tu sais, jusqu'où un gars est prêt à aller pour attirer l'attention, ou ben non, pour, toutes sortes de raisons. Mais je le connais, tu sais, puis je veux dire, puis il n'y a pas besoin d'attirer l'attention, en tout cas, la mienne. Il n'y a pas besoin de ça. Je veux dire, on a été complices pendant des années au niveau de la radio. On a fait des choses superbes ensemble. On a eu du fun. On a été des collègues qui se sont grandement appréciés l'un l'autre et grandement respectés l'un l'autre. On n'est pas là. On n'est pas dans ça. Tu sais, commencer à essayer de l'impressionner ou de le niaiser des années durant, jamais de la vie. Tu sais, ça marche pas là. Il a vécu cette affaire-là, puis il l'a vécu comme il le raconte. Puis en radio, on entend des affaires. Puis lui aussi il en a entendu parce que, regarde, puis il en arrive des choses. Il en arrive des affaires bizarres. Tu sais, on n'est pas sollicité autant que vont l'être des policiers, mais on est quand même sur le terrain. Tu sais, on est sur le terrain. Puis on en voit, puis on entend, puis ainsi. Alors, si ça l'a impressionné, tu sais, je dis pas, ce que j'essaie de dire, c'est que si Richard avait été, puis je me moque pas des fonctionnaires, mais s'il avait été un fonctionnaire assis à sa chaise pendant 45 ans, à regarder un écran, puis faire des X sur des papiers, ben oui, il y a des choses qui peuvent impressionner un gars comme ça, parce qu'il sort pas de chez eux, tu sais. Mais dans son cas, non. Regarde, c'est pas de ça qu'on parle. Là. On est toujours dehors, on est toujours au niveau du reportage, ou peu importe ce que c'est. Les invités qu'on a, il y en a des capables, on en a des weird. Là, moi, il y a un gars qui a crié après moi dehors, puis je suis allé, puis il y avait une croix attachée, puis il était attaché après un poteau avec une croix d'à peu près 6 pieds d'eau, puis Cozo! Tu sais, ça arrive, ça arrive pas à tout le monde, ça. C'est parce qu'on fait un métier, on faisait un métier,
attiraient ça, tu sais. Alors, tu sais, des weirdos, là, on a vu, là. Tu sais, un ben autre. Alors, les gars, je sais pas ce qui est arrivé avec sa croix, lui, je suis peut-être encore là. Je vais vous revenir dans quelques instants parce que je vais vous parler de ma propre expérience, mais ce sera pas nécessairement des hommes en noir au sens où on l'entend depuis que je le dis. Mais l'émission d'aujourd'hui, traite d'interférences, de gens qui te disent d'arrêter ou qui te demandent d'arrêter. Alors, j'ai vécu ça m'est arrivé. Et je l'ai écrit quand c'est arrivé, de sorte que même si moi ça m'est arrivé 30, 40 ans plus tard, j'ai mon texte devant moi, là. Fait que j'irai pas de mémoire. Je vais y aller à partir de mes notes, puis ça tombe bien parce que mes notes coïncident parfaitement avec la mémoire que j'en ai de l'événement. Alors on va se taper une petite pause et au retour, les faits maudits. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseils d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui vient avec? Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa! Allô, prof? Papa? Oui, ma chouette? Tu sais quoi, le traité d'Utrecht? Ben, attends, je l'ai. Papa? On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allo Prof. Vous songez à vous prendre en main? Mettez-vous en forme avec le karaté. Commencez dès maintenant avec les Studios Unis de Lévis. En janvier, profitez du spécial 3 cours pour $19,95. En plus, jumelez 3 mois de cours à cette promo et recevez gratuitement le kimono. Vous avez bien compris. 3 cours de karaté pour seulement $19,95. Dès février, nous aurons la plus grande salle d'arts martiaux dans la Rive-Sud avec des nouveaux locaux plus grands, plus beaux et toujours la même ambiance chaleureuse et familiale. Inscrivez-vous maintenant, c'est en janvier seulement. Les Studios Unis de Lévis, 88 837 5564 ou par courriel à lévis@studiouni.com. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Mais t'abonnes pas? Facile, écoute-nous sur l'application TuneIn ou bien sur notre site web au 969fm.ca dans la section en direct. Puis en plus de ça, tu peux même écouter ou réécouter tes émissions préférées dans la section podcast. T'en veux du CJMD? En v'là. Tu aimerais contacter l'équipe pour annoncer à la radio? Rendez-vous sur notre site internet 969fm.ca. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique disponible partout, même quand ça... CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio.
Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. OK. Alors, on est de retour aux Faits maudits. L'émission d'aujourd'hui porte sur le phénomène des hommes en noir. J'ai vécu 2 expériences. Je vais devoir faire un choix entre les deux, à moins que j'ai le temps de vous parler des deux. Mais je pense que je vais vous parler de la plus ancienne. Ça s'est passé entre 1969 et 71. Je me fie sur mes notes. Et ce que j'avais à ce moment-là, c'est une organisation que j'avais entre les mains, qu'on appelle la SRPM, que j'avais fondée en 67 et qui allait très bien. J'étais au pic de l'organisation, j'avais des enquêteurs partout, on allait partout, c'était quelque chose. J'étais très très actif. J'étais à la radio, mais je prenais mes soirs, je prenais mes week-ends, puis on y allait, puis on partait pas tout seul, hein. On était 7-8. On est déjà parti 30. On s'est déjà rendu dans le bout de Thetford Mine, on était 30. Ah non, ça roulait, là. C'était quelque chose. Les beaux souvenirs du terrain de l'ufologie, moi, ce sont ces années-là. Et ensuite, les années 95, 96, 97, 98, ça a été assez hot, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fondé, comme je viens de le dire, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux, le 4 janvier 67. Le Soleil est après moi, le journal. J'ai des gens de partout qui viennent. J'ai des infirmières, des imprimeurs, des psychanalystes, des médecins, des policiers, des architectes, des ingénieurs. J'ai pas un seul jeune. J'ai 17 ans, mais tous mes membres ont 35 ans et plus. Faut croire que j'étais sérieux dans ce que je faisais. Et parmi ces membres-là de la SRPM se trouve Michael Saint-Onge. Je devrais dire feu Michael Saint-Onge. Je suis allé à ses funérailles il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années de ça. Mike était propriétaire de la tabagie Saint-Sacrement sur le chemin Sainte-Foy à Québec, qui n'existe plus aujourd'hui. Pas le chemin Sainte-Foy, mais à Tabagie. Et c'était tout près de la grosse église là, du même nom, évidemment. Lui était mon plus gros vendeur de magazines AFA, parce que moi j'avais mis un magazine sur le marché qui s'appelait AFA, A2FA. Allez pas sur Google avec ça, parce que vous allez vous ramasser sur le site des Hells Angels. Je savais pas ça, moi, dans ce temps-là. Je sais même pas si ça existait dans ce temps-là. Là. En tout cas, je sais même pas ce que ça veut dire pour eux autres. Bientôt, il va donc devenir aussi le plus gros vendeur de mon premier livre, Manifeste pour l'avenir. Bref, mes affaires roulent et Michael est un très bon membre, un très bon ami. Donc, il m'adore. Honnêtement, là, Mike, il m'aimait bien gros, c'était un de mes gros fans, là. Et puis, il parlait de moi à tout le monde, puis il parlait de moi à tous ses clients, puis je pense qu'il m'a envoyé des membres pas mal plus que la radio, puisque j'étais assez KCV aussi, je faisais des émissions de radio avec Pierre Champion sur les ovnis le matin. Je pense qu'il m'a amené plus de membres que la radio. Il me vénère, ce qui est extrêmement flatteur pour un jeune comme moi, que 17 ans. Parce que faut dire que la vénération parentale là était pas là, hein. Ça, j'ai expliqué ça dans un de mes bouquins qui s'appelle Métamorphose. Alors ceux qui l'ont lu comprennent très bien ce que je dis. Tout ce que je demande à Michael le fait. Et il veut tellement m'aider que par moment il prend des initiatives que je suis pas sûr. Tu sais, des fois, on veut aider quelqu'un, mais on en fait trop. T'sais. Alors, trop, c'est comme pas assez. Alors, cette fois-là, il a pris une initiative que j'approuvais pas. C'est que pour lui, faut dire une chose, il était d'origine écossaise, Michael. Oups, écossaise ou irlandaise? Wow, je me souviens plus. Un des deux. Mais on voyait qu'il y avait un petit accent, là, tu sais. Et pour lui, la SRPM,
Hey, c'était quelque chose, là. Ça aurait dû être connu, ça, dans le monde entier. Ma photo, mon nom aurait dû être partout dans le monde entier. Puis, un jour, il y a un de ses clients qui vient le voir, puis il s'informe sur il l'achète, le magasin, il regarde ça, puis il demande, il dit, coudonc, le connais-tu, Cazot? Eh, ben là. Tu sais, Michael, il est méfiant de nature, c'est un ancien soldat, s'est battu en Normandie. Lui-même a vu un ovni assez clairement au-dessus du champ de bataille. Il a été blessé 2 fois, rapatrié au pays avec tous les honneurs. C'est pas le gars qui va se laisser intimider par un client. Alors, il jauge, il le regarde, il est pas trop grand. Il a un visage un petit peu coupé à la serpe, le teint bisturé, un accent étranger qu'il connaît pas, un nom bizarre. Bon, vous dites tout de suite, le gars, c'était un Pakistan, là, mais c'était dans les années 70, ça pakistait pas fort au Québec, là. Mais le gars, il a l'air sincère. Puis Michael se met à lui parler du jeune prodige avec qui il est associé, évidemment, parce que, tu sais, je veux dire, bon. Alors, les 2 gars se lient d'amitié, puis un beau jour, son nouvel ami, j'ai son nom, mais ça donne rien de le nommer, d'abord, premièrement, parce qu'il n'a rien fait de mal. Alors, son nouvel ami lui propose de mettre sur pied la version anglophone de la SRPM. Puis qu'une fois que c'est bien établi, de m'en offrir la direction, évidemment. Alors, Michael, c'est un anglophone francisé, comme il y en a plusieurs à cette époque-là, à la Haute-Ville de Québec. Alors, lui, il est séduit par ça. Il est séduit par le projet, chacun sachant fort bien que si la SRPM devait être connue au Canada anglais, puis aux États-Unis, ce serait fabuleux. Le seul problème, c'est que là, il a imprimé des cartes puis des entêtes de lettres au nom de la Quebec Study of Mysterious Aerial Phenomena Society. Quand il me donne ça, puis qu'il me montre ça, tout son matériel, les cartes d'affaires, les entêtes de lettres, puis il est tout fier, il y en a quasiment des larmes aux yeux. Regarde ce qu'on a fait, je te présente un tel, regarde son idée, regarde le matériel. Moi, c'est comme s'il fallait, tout ce qui me reste à faire, c'est to sign on the dotted line en bas, puis j'accepte, puis c'est bien beau. Mais moi, là, je dis non. Tu sais, le Quebec Study of Mysterious Aerial Phenomena Society, j'en veux pas de ça, tu sais. Moi, si je décide de partir une SRPM anglophone, ça va être la The Society of Research on Mysterious Phenomena. Ça va être, tu sais, ça va être mon nom, ma bebelle à moi, ou arrangez-vous avec ça, mais ce sera pas ce maudit nom-là. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ça. Là, je sens qu'il est allé trop loin. Il a dépassé une ligne, là. Fait que je suis pas content. La conversation, on est 3 dans son magasin, il y a moi, Michael, puis lui. Puis là, oublie pas, là, moi, là, j'ai 17-18 ans, là, tu sais. J'étais encore à l'école, là. La conversation se déroule en anglais, parce que Michael sait que, quand même, je suis bilingue. Là, je suis un peu sous le choc, là, en les voyant, ces cartes d'affaires-là. Puis le pire, c'est que c'est l'adresse de Michael dessus, tu sais, c'est pas la mienne, tu sais, c'est l'adresse de sa pharmacie, de son commerce, tu sais. Ah, pas sûr. Là, je suis pas sûr. Et j'ai une très mauvaise résonance. Je l'aime pas, le gars. Mais j'aime bien gros Michael. Je veux pas faire une scène, je veux pas y faire de peine. Alors, je dis, regarde, les boys, là, on va tenir ça mort pour l'instant, là. Toi, là, regarde, viens aux réunions, là, tu sais. Alors, il est devenu membre, il a assisté aux rencontres, mais à chaque fois... Parce que s'il était pas venu, j'aurais dit mange de la, tu sais. Mais il est venu. Bon, il venait à chaque fois, mais il me relançait. Puis là, Michael, il était malheureux comme les pierres parce que là, il réalisait que j'étais pas emballé, il était dépité, il arrêtait pas de s'excuser, j'aurais pas dû, oublie ça. Mais j'ai dit, regarde, là, c'est pas de ta faute, là. Je comprends très bien tes intentions, mais le Québec Aerial, machin, là, ça marchera pas, ça. J'en veux pas de ça. Mais l'autre
l'autre, c'est là que c'est intéressant. Puis moi, j'étais embarqué en métaphysique, là. Il était pas agressif, pas en tout, mais il y avait une vibe de merde. Sa vibe était agressive, sa vibration l'était. Pas lui, pas son caractère, pas sa façon de parler, pas rien, mais je le sentais bouillonner en dedans parce que je faisais pas ce qu'il voulait, là, tu sais. Mais là, j'ai pas aimé ça quand j'ai vu qu'il y avait cette vibration-là négative. Alors, j'ai dit, regarde, là, moi, là, je vais regarder c'est qui ce gars-là. Puis on verra bien. Alors, j'ai commencé à parler à des gens de mes membres, tu sais, qui m'ont dit, regarde, il y en a un qui dit, il dit, regarde, tu peux pas, c'est un avocat. Il dit, regarde, tu peux pas le confondre publiquement, tu peux pas l'accuser de ça. Regarde, ce qu'il a fait là, c'est le nom d'une organisation qui est pas la tienne. Il t'a pas volé ton nom. Le Québec Aerial, machin, s'il veut se partir ça à son nom, qu'il le fasse, tu sais, il te vole pas, là. J'ai dit non, mais lui, il dit que c'est la version anglophone. Mais il peut dire ce qu'il veut, tu sais. Si après ça, il écrit ses textes en anglais, puis envoie ça, ben regarde, tu sais, à moins qu'il traduise tes textes, là, c'est une autre affaire. Il faudrait voir ça, là, tu sais. Mais il dit, pour le moment, il dit, moi, ce que je ferais, il dit, vois donc si, il dit, il a pas l'air de venir d'ici, ce gars-là, tu sais. C'est sûr que si la conversation s'était passée en 2016, on aurait dit, ce gars-là, c'est un paquis, c'est clair, mais il n'est pas d'ici, là, lui, là. Ben, va donc voir s'il est légal ici, lui. T'as son nom? J'ai dit, ouais. Tu prends donc sa plaque d'immatriculation. Fait que je prends la plaque d'immatriculation du gars. Je me dis, ouais, mais si je vais faire avec ça, ben là, je m'en vais où avec ça, là, tu sais, OK, c'est un immigrant, tu sais, mais si tu es un immigrant illégal, d'un coup, qui est pas légal, ça va régler la question, tu sais. Alors, je retourne ça dans ma tête, puis à un moment donné, pendant une soirée, la SRPM, je tenais ça le vendredi. Puis à ce moment-là, on était dans le soubassement d'une église dans Saint-Jean-Baptiste. Mais j'arrive pas à me souvenir où, là, mais c'est dans ce coin-là. Mais là, il a commencé à devenir baveux, là. Là, il a commencé à faire son petit Ben Laden, là. Ça marche pas, là. Non, moi, là, c'est obséquieux, là. Puis tu sais, comme you should do that, puis that's it, là. Yo, un instant, Pedro, ça passe pas. Non. Là, j'ai dit, tu commences à m'énerver, là, grave. Alors, le lendemain, je prends l'auto, puis je me rends à un bureau de la Grande Allée où se trouve la Gendarmerie royale du Canada. Je n'irai pas voir la police de Québec avec ça. On va aller au top tout de suite, on va régler ça. Et là, ce qui s'est produit, c'est l'événement le plus étrange de ma vie, en dehors de mes expériences ufologiques et métaphysiques. J'en ai vécu un paquet, là. À un moment donné, ils m'ont fini par tout déballer ça, là. Quoique c'est dans mes livres partout, là, mais en tout cas. Mais là, c'est pas un événement ufologique ou métaphysique, c'est un événement très, très physique, là, dans cette dimension-ci, puis c'est pas spectral, puis avec des êtres humains très humains qui occupent une fonction très humaine, des officiers de la Gendarmerie royale du Canada. Point. Avec une ligne jaune sur le culotte. Bon, c'est simple que ça. J'ai pas le souvenir de notre conversation en détail, mais je me souviens très bien de ceci. J'entre dans une pièce assez grande, un grand bureau, donc c'est pas un tout nu, le gars qui est là, c'est un officier. Je suis pas capable de voir qu'est-ce qui sont grades, parce que je connais pas le grade des officiers de la GRC dans ce temps-là, je connais le grade des militaires, mais pas ceux-là. Puis c'est un grand bureau. Puis là, le gars, il est assis là, il me fait signe de prendre siège. Il a une chemise blanche, avec une cravate sombre, il a des épaulettes dorées sur les épaules, il a les cheveux gris, il porte des lunettes, puis derrière lui, il y a une grande filière beige ou grise. Bon. Moi, je suis assis devant lui, puis j'y raconte toute l'histoire et surtout mes craintes que ce gars-là tente d'une certaine façon d'utiliser mon organisation à des fins pas légales, tu sais. Bon. Mais là, je pense à rien de précis. Parce que durant ces années-là, le terrorisme, c'est pas dans nos mœurs, tu sais.
Il y a bien le FLQ là, qui est présent, qui c'est menace constante. On l'a vu faire sauter le monument Wolfe, c'est plein. Je me souviens aussi d'avoir vu un gros gars sortir d'un édifice avec une tonne de policiers autour de lui. Ça, c'était Léopold Dion qui s'échappait de la prison des Plaines. Mais, tu sais, terrorisme, là, ce mot-là n'existait même pas. Alors, quelle menace peut représenter un homme d'origine pakistanaise en 69-70? Ben, c'est une question qui est pas mal... tu sais, aujourd'hui, ça serait différent. Mais pas à l'époque. Alors, l'officier de la GRC, ça l'énerve pas, lui. Tu sais, il pose des questions, notamment sur le nom, les coordonnées du gars, mais j'ai juste sa plaque, son nom, tu sais. Et là, la porte du bureau, qui était fermée, en arrière de moi, elle s'ouvre. Donc, il y a quelqu'un qui rentre. Puis l'officier, devant moi, lève les yeux pour voir c'est qui, parce qu'il n'a pas cogné, mais il s'en occupe plus. Il s'occupe pas de celui qui vient d'entrer. L'homme est plus jeune. Il est habillé de la même façon, lui aussi. C'est un officier de la GRC. Il passe à côté de moi, sur ma gauche, me salue de la tête, je lui réponds de la tête aussi, parce que moi, je suis pas avec lui que je parle, c'est avec son boss, là, le gars qui est là, le plus vieux. Alors, je m'en occupe pas, mais tu sais, poliment, je lui fais signe que je le salue, et je continue ma conversation avec le plus âgé. Et c'est là que ça se passe. C'est très étrange. D'abord, dans un premier temps, à moins qu'il y ait eu un micro dans le bureau, le gars sait pas de quoi je parle. Tu sais, à moins qu'il y ait eu des oreilles d'éléphant, il peut pas avoir entendu ce qu'on se dit. Parce que cet édifice-là, sa grande allée, c'est des édifices des années 30, 40. Les portes sont très épaisses, des portes lourdes, pas des portes en carton comme on a aujourd'hui, là. Non, des grosses portes pesantes. T'entends rien de ça. Puis de toute façon, on criait pas, on parlait pas fort. Alors, il sait même pas pourquoi je suis là, parce que moi, j'avais pris un rendez-vous avant. Alors, tu sais, puis j'ai pas dit pourquoi. Alors, lui, il rentre, puis je me rappelle pas où j'étais rendu dans ma conversation, mais je devais pas être rendu assez loin pour qu'il puisse capter toute l'essence de mon problème. Alors, le gars, il fait semblant de regarder des documents, il va se placer en arrière de l'officier assis. Il y a assez d'espace entre la chaise et les meubles pour laisser passer quelqu'un. Et là, il se positionne droit devant moi en me regardant. Mais ça, le gars, le vieux, on va l'appeler de même, là, le plus vieux, il sait pas ça. Il peut pas le savoir parce qu'il me regarde moins. Mais moi, ça m'oblige à poser mon regard alternativement sur lui, sur son collègue, parce que je me dis, bon, ça a bien l'air qu'il est intéressé à ce que je dis, il va peut-être me poser une question, alors je le regarde en voulant dire, oui, quoi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas me demander, je sais pas, là, puis je sais même pas où je suis rendu dans mes propos, et là, soudainement, le type derrière, debout, porte la main à sa gorge et me fait le signe universel de ferme ta gueule. Tu sais, là, quand on fait coupe, là, tu sais, on fait ça à la TV, on fait ça dans un conférencier, qu'on dit, OK, t'as assez parlé, coupe, là. Ce signe-là, que tout le monde connaît, là, il me le fait 2-3 fois. Très net. Du genre de celui, je viens de dire, là, arrête. Je veux dire, ce gars-là a pas à me dire d'arrêter, soit parce que ça fait trop longtemps que je suis là, il veut parler à son boss. Tu sais, il y a des façons beaucoup plus protocolaires de faire ça. Tu sais, il y a juste à se pencher puis à dire à son patron, il faudrait que je vous parle quelque chose. Puis là, on m'aurait dit, bon, écoute, sors, je te... Tu sais, non, entendons-nous, là. Il n'y a aucune raison de faire ça. Mais là, le gars est en train de me dire de me taire. Puis là, il fait un geste des deux mains. Quand il voit que je le regarde puis que je continue de parler, c'est arrête ça tout de suite, arrête de parler et va-t'en.
Je suis abasourdi, je ne comprends rien. Il a fait tout ce numéro-là sans que le plus vieux le voie et se doute de rien. Moi, je regardais l'autre en arrière, mais le vieux s'est même pas retourné pour regarder ce que je regardais. Sauf qu'à un moment donné, oui, il s'est retourné un petit peu, mais l'autre, maudit hypocrite, il a repris sa position en feuilletant un document comme si de rien n'était. Et là, le vieux me dit, bon, ben, regarde, on peut rien faire. En tout cas, bref, moi, je veux sortir de là, je ne comprends plus. Je suis pas peureux. Je suis pas un gars peureux. Mais j'aime comprendre. Puis quand je comprends pas, je suis pas facile à décoller. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Et là, je ne comprends. Je suis même bouleversé, là. Parce que là, il y a un officier de la GRC qui me fait des signes. De dire, ferme ta gueule. Arrête ça, va-t'en, pendant qu'un autre me parle. Puis que moi, je parle de cette affaire-là. C'est quoi l'affaire, là? Je ne comprends pas. Rien. C'est encore pour moi un mystère. Sauf que, même si c'est vrai que j'en parlerai jamais, parce que je n'en ai jamais parlé, sauf là, puis plus tard dans certains de mes articles, mais 30-40 ans plus tard, mon Paquet, là, il est jamais revenu, hein? Il a disparu, lui. Il n'est jamais revu. Bye. T'sais? Michael, lui, est revenu me voir au cégep de Limoilou à ma conférence en 2011 et il s'est éteint doucement. Âgé de près de 90 ans, je vais aller le voir dans son cercueil. J'ai parlé à ses enfants. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris qu'il y en avait eu 3. Je savais pas. Mais c'est le souvenir que j'ai de lui, c'est ce Pakistanais-là qui était venu interférer. De façon agressive. Je suis allé me plaindre, pas me plaindre, mais je suis allé poser des questions à la GRC, et là, j'ai cette espèce de scénario bizarre, étrange, que je ne comprends pas encore. Pour quelle raison un officier de la GRC m'aurait dit de me taire? J'étais en train de parler à son patron. J'étais pas en train de faire une conférence. Je parlais à son patron. Puis son patron, c'était un Québécois, là. C'était pas je dis pas si son patron avait été un étranger lui-même, tu sais, un Pakistanais, mettons, là. Ça aurait pu, là. Ils en ont engagé avec le turban à la tête, là, des Sikhs, puis ainsi de suite. Regarde, ça aurait pas été à moitié de leur force d'engager Ben non, c'est un gars... il aurait pu être mon père, ce bonhomme-là, tu sais. Alors, il y avait aucune raison, je la comprends pas encore. Mais je mets pas ça nécessairement dans le département des phénomènes étranges, mais je trouve ça quand même extrêmement drôle de voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai juste 3-4 minutes pour vous raconter quelque chose d'autre en terminant. J'ai un dossier très important pour moi, qui a été une grosse affaire, c'est le dossier de Jacques et Lucie. On y reviendra un moment donné. Mais c'est gros. Et à un moment donné, Rob McGregor, qui est un auteur américain bien connu, qui demeure en Floride, et qui gère un site sur la synchronicité, a communiqué avec moi. Puis il m'a demandé si je pouvais traduire l'article que j'avais écrit sur la synchronicité, mais aussi, il était intéressé au dossier de Jacques et Lucie. Alors, je raconte ça, puis lui, en passant, Rob McGregor, c'est un des auteurs des livres d'Indiana Jones. Fait que je trouve ça bien cute, je trouve ça le fun, fait que, anyway, j'y parle du dossier, et il me demande si je veux bien traduire l'histoire. Finalement, j'ai dit, j'ai pas le temps, là, c'est long, ça. Ben, il dit, j'aimerais ça m'entretenir avec Jacques et Lucie, publier son histoire. J'en parle à Jacques, je l'avise d'être prudent, parce que je sais qu'il tient son anonymat. Il accepte. Et finalement, l'affaire Jacques et Lucie s'en va sur le site de Rob, sous le titre de Québec Encounter. Et là, à un moment donné, j'ai reçu quelque chose de bien étrange. C'est que lui, il a un logiciel qui lui permet
de déterminer qui vient faire des tours chez lui. Moi, je veux pas ça. Mais lui, il peut identifier l'adresse IP des gens qui cliquent sur son site. Et à sa grande surprise, il m'a dit que son site a été pas piraté, mais visité pour aller voir plus particulièrement l'histoire de Jacques et Lucie. Et il a donné le nom de l'IP adresse et m'a dit, maintenant, je vais te montrer comment aller voir c'est qui ça. Fait qu'il m'a appris comment faire ça. Et là, je suis allé voir et j'ai dû constater que j'avais la même chose chez moi, sur mon site. Et il s'agit, j'en avais 3 et je les ai ici. Attendez une minute, là. Parce que j'ai sorti mes affaires. J'avais le Electronic System Group de Maxwell Air Force Base, Alabama, qui est venu voir le titre. Ensuite, j'ai le Wright-Patterson AFB Ohio et j'ai le Tinker AFB Oklahoma qui sont venus sur mon site pour downloader l'affaire Jacques et Lucie. Oubliez pas que pour les Américains, les ovnis n'existent pas. Ensuite de ça, j'ai la Gendarmerie royale du Canada et j'ai même le nom de l'opérateur qui était sur sa machine en train de downloader ça. Et j'en ai d'autres ici, je suis en train de regarder ça, j'en ai d'autres ici qui me viennent du FBI. Alors, ça veut donc dire, moi j'aurais jamais su ça si ça n'avait pas été de Rob McGregor. Jamais je l'aurais dit. Ah, attends, je vais le trouver. Le FBI, la GRC, le 754e groupe que je vous ai nommé un peu plus tôt, là, puis l'autre d'Alabama, le US Navy, puis le département de la Défense, le DOD, sont venus voir sur mon site ce que j'écrivais sur les ovnis. Attends une minute, là, tu sais, ça n'existe pas les ovnis, on le sait, c'est toutes des niaiseries, c'est toutes des folies, c'est toutes des nuls qui voient ça. Et là, soudainement, là, ça devient intéressant pour ces gens-là. Comprenez-vous mon questionnement? C'est sûr que c'est pas des hommes en noir. J'ai jamais été intimidé de ma vie. Jamais personne a essayé de m'intimider ou de m'arrêter. Des clients de la station, oui, là, mais ça, c'est pas des hommes en noir. Ça, j'ai un autre nom pour ça, là, mais tout ça pour vous dire que c'est bizarre. C'est bizarre de voir des grosses organisations comme celle-là soudainement s'intéresser à ce que une organisation ou même un auteur québécois a fait suite à une observation faite par un gars d'un canton de l'Est à 4 heures du matin, tu sais, avec sa femme. Il y a une chose là-dedans, là. Alors, ça soulève des interrogations. Enfin, tout ça pour dire que c'est bizarre. Je trouve ça très étrange. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'adresser à vous aujourd'hui dans cette émission. On se revoit la semaine prochaine. Je ne sais pas, en fait, si on se revoit la semaine prochaine parce qu'on est à radio, fait qu'on se verra pas. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est parce que cette émission-là, elle est préenregistrée. Alors, j'ai aucune idée quand est-ce qu'elle passe. Fait que demandez-moi pas la température qu'il fait à l'extérieur. Salut tout le monde. Bye. CJMD.